bien, donc on va enchaîner donc avec ce qu'on a appelé conférence-débat, hein, c'est-à-dire encore une fois le but, malgré le pupitre, c'est pas d'avoir un cours magistral, hein, c'est vraiment de lancer le débat sur certaines questions j'allais dire, qui passionnent François Thomazeau et qui doivent vous intéresser aussi beaucoup, et puis de débattre par rapport à son intervention. Alors, je ne vais pas faire, comme souvent ça peut se faire, une présentation de la vie, de l'œuvre, du parcours de François Thomazeau. Juste dire que ça nous a semblé vraiment très intéressant de l'inviter pour cette conférence débat, en quelque sorte inaugurale de l'année, sur toutes nos formations. Parce que son parcours lui permet, finalement, lui a permis de toucher du doigt un certain nombre de contextes assez différents, et sans perdre un fil, mais il va revenir, qui est ce fil. Alors on pourra avoir des débats sémantiques, hein, sur transition, bifurcation, urgence climatique et écologique, mais voilà, juste pour dire que François Thomazeau a donc d'abord travaillé dans les collectivités territoriales, hein, des départements, une ville comme celle de Clermont-Ferrand, hein, il y a quelques années déjà. Puis ensuite, donc, il connaît bien ce monde des collectivités, souvent avec des préoccupations qui peuvent être liées à des objets parfois pas, qui peuvent être un peu, pas toujours vus de loin passionnants, mais qui le sont, qu'il s'agisse de ressources humaines, de finances, de ces collectivités. Et puis ensuite, il a pris la fonction de directeur général des services adjoint de l'université Clermont-Auvergne. Donc il connaît bien l'université, il connaît bien les collectivités, il connaît bien l'université, d'autant qu'il occupa ses fonctions en une période un peu compliquée, où on ne pouvait pas se réunir dans cet amphi, là. Il fallait libérer une place sur deux, qui était la période Covid, qu'il a notamment très largement gérée pour qu'elle se passe le mieux possible. Et puis ensuite, il a fait un choix, mais il va y revenir certainement, un personnel aussi, de s'engager dans des groupes de réflexion, et puis dans un institut sur le changement climatique, qui aujourd'hui qu'il emploie, enfin, sur laquelle il travaille, notamment donc sur ces questions de transition écologique. Je le laisserai utiliser les termes qu'il souhaite, hein, par rapport à ces questions, et en même temps avec des préoccupations, et c'est vraiment pour ça qu'on est très très heureux de l'accueillir pour cette rentrée. Des préoccupations aussi sur les métiers, le sens du service public, puisqu'il fait partie de ce groupe de réflexion. Et quand on dit service public, c'est pas uniquement des emplois, des organigrammes, c'est aussi des missions auprès des populations dans les territoires, c'est aussi des valeurs qu'on peut souhaiter partager et renouveler, y compris par rapport à ces enjeux de transition. Voilà, donc soit avec son regard du côté des collectivités, soit avec son regard du côté de l'université, de ce paysage universitaire, soit avec son regard plus récent sur ces questions de transition, y compris sur des aspects plus économiques, hein, y compris le financement de ces changements nécessaires. Voilà, on a un peu trois facettes qui se complètent bien, et je le remercie encore pour ouvrir en quelque sorte l'année et le débat, hein. On a prévu vraiment un temps d'échange avec vous, y compris sur vos futurs métiers, hein, puisque voilà, vous êtes pour la plupart dans 1 ou 2 années encore à l'IADT, puis ensuite vous irez agir dans les territoires. Donc ça pose aussi plein de questions sur les valeurs que l'on porte tous. Donc merci à François, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Laurent Riotor, merci à l'IADT pour l'invitation, et bonjour tout le monde. Je suis déjà très, très content et très fier d'être là, un peu intimidé, pour ne rien vous cacher. Je
suis pas un grand habitué des cours magistraux ou des conférences inaugurales. Et néanmoins, c'est vraiment un plaisir de venir partager quelques réflexions avec vous dans ce jour de pré-rentrée de vos années de master à l'UCA au sein de l'IADT. L'exercice est inédit pour moi, j'ai pas mal réfléchi à ce que j'allais pouvoir vous raconter. 45 minutes ou 30 minutes suivi d'une discussion, pour moi, en temps normal, c'est plutôt pour parler de choses qui me tiennent énormément à cœur, comme par exemple, j'aurais pu faire le point sur la mise à pied de Laurent Blanc hier au sein de l'Olympique Lyonnais. J'aurais pu faire une première partie sur l'incroyable carrière de joueur de Laurent Blanc, quand il était avant-centre, son repositionnement en défense centrale, puis ensuite sa carrière d'entraîneur, de sélectionneur, plus ou moins inaboutie, et puis conclure sur la décrépitude de l'Olympique Lyonnais. Mais je me suis dit que ce n'était pas ce que Laurent Riotor attendait de moi. C'était pourtant ce qui m'était le plus facile. Et donc je suis parti sur un terrain qui est un peu plus intimidant, un peu plus essentiel sans doute aussi, qui est celui de l'action publique pour la transition écologique dans les territoires. Donc là, on coche un peu le bingo du jour, mais certainement, c'est un peu ces différents axes que je vais creuser. Alors, d'abord, voilà, vous avez fait un bon choix de vous engager sur ces sujets qui, moi, me passionnent énormément. Je pense que ça se sentira dans mon propos. Et je vous encourage vraiment à profiter de cette année ou de ces 2 années qui vous restent d'études, peut-être que certains prolongeront sur d'autres défis universitaires. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne maison ici. Et vous avez moyen, à mon avis, d'en profiter au maximum. D'autant que Laurent Riotor l'a dit, mais j'ai eu une pensée très, très particulière pour tous les étudiants qui étaient, comme vous, ça a été votre cas, à l'université pendant la période du Covid. Là, je fais une mini parenthèse parce que je n'en reparlerai pas, mais c'est vrai que moi, j'ai été assez affecté par la façon dont cette pandémie a percuté toute la société, évidemment, mais plus particulièrement la jeunesse. À l'UCA, à l'époque, j'avais énormément bataillé pour que le présentiel soit maintenu au maximum, que les activités extra-universitaires soient réouvertes dès que possible. Et donc, je sais que ça n'a pas dû être des années évidentes. Donc, maintenant que tout ça est derrière nous, profitez-en. Alors, le thème annoncé, c'est celui des défis de la transition écologique dans les collectivités territoriales. Je vais en parler avec un angle assez large d'action publique et en essayant de répondre à ces 2 questions. Premièrement, dans quelle mesure la transition écologique chamboule-t-elle les pratiques professionnelles dans l'action publique territoriale, action publique territoriale dans laquelle je crois certains d'entre vous allez vous engager très directement, très probablement, sur laquelle beaucoup d'autres allaient vous engager de façon indirecte, chez des partenaires, chez des acteurs des territoires, en interaction avec les collectivités. Donc c'est toujours intéressant. Et deuxièmement, quel est le rôle et la place de l'action publique dans ce contexte ? Et comment vous, étudiants de l'IADT, vous pouvez vous y insérer? Qu'est-ce que j'en tire, moi, comme leçon? Donc l'idée, c'est de vous donner quelques considérations qui sont forcément personnelles, forcément dispensables, évidemment ouvertes à la discussion, c'est pour ça que ça serait intéressant d'avoir un temps d'échange après, qui sont issues de mon expérience professionnelle, qui n'est pas immense, mais enfin qui commence à devenir un tout petit peu plus qu'un peu, puisque en gros, j'ai commencé à bosser il y a plus d'une dizaine d'années, dans 2010, et donc voilà, ça fait quand même quelques temps. Et puis de mes engagements divers, je vous en reparlerai, sur lesquels il faudra ne pas hésiter, si vous avez des questions, à me les poser sans filtre. Et puis de ma perception du débat public sur ces sujets qui sont bien évidemment souvent très sensibles, très manipulés aussi, et donc j'essaierai, sans utiliser ce micro pour faire une tribune politicienne, quand même de donner quelques convictions personnelles. Alors, d'où je parle, effectivement, Laurent a refait un peu plus ou moins mon CV, donc je ne vais pas le refaire, mais en gros, si je devais résumer, d'abord et avant tout, je suis un fonctionnaire. Alors, dit comme ça, on a l'impression que ça, on dirait le début d'une réunion des alcooliques anonymes. Bonjour, je suis fonctionnaire, je m'appelle François, je suis fonctionnaire. Mais je suis assez fier de cette identité professionnelle et je vous encourage, pour ceux qui se posent la question, à ne pas avoir de réticence vis-à-vis de ça. Il y a pas mal de stéréotypes ou de clichés qui s'attachent à la fonction publique qui a du mal à recruter en ce moment sur un certain nombre de métiers. Et donc pour ce qui me concerne, je suis fonctionnaire et je suis fier d'être fonctionnaire. J'ai travaillé dans les collectivités territoriales, j'ai passé un concours qui s'appelle
l'INET, l'Institut national des études territoriales. Donc, de grade, je suis administrateur territorial hors classe. Voilà, c'est la poésie de la langue administrative. Et j'ai travaillé 7 ans en collectivité, donc département de Vaucluse à Avignon, département de l'Hérault à Montpellier, où j'étais en gros DRH. Avignon, c'était une expérience complètement ratée, donc on ne va pas épiloguer. Et puis à la ville de Clermont-Ferrand, où j'ai été directeur des finances pendant près de 3 ans. Ça, c'est le premier volet, on va dire, que je peux développer, le volet action publique dans l'administration, que j'ai complété avec un passage à Bercy. Laurent ne l'a pas dit, mais ça m'a donné aussi une vision un petit peu différente de l'action publique quand j'étais à l'inspection générale des finances. Puis ensuite, comme on va dire dirigeant d'un gros établissement public qui est l'UCA, celui que vous connaissez le mieux. Mais je suis un fonctionnaire, mais aussi un fonctionnaire engagé. Raymond Aron, on l'appelait le spectateur engagé, ou il s'appelait lui-même, je crois. Voilà, c'est fonctionnaire engagé, je ne me compare pas. Hein, c'est vraiment juste parce que ça m'a fait rire de trouver ces deux dimensions, avec un engagement politique dont Laurent Riotor n'a pas parlé. Je ne sais pas si c'est volontaire ou s'il a voulu me réserver la surprise, mais j'ai fait une parenthèse en politique. J'ai été recruté directement par un candidat à l'élection présidentielle pour rédiger son projet sur les questions économiques, fiscales et du climat, à savoir le candidat des écologistes Yannick Jadot, et avec un succès d'ailleurs qui est très proche de celui de l'Olympique Lyonnais. J'ai ensuite quitté la politique pour ensuite m'inscrire être recruté dans un institut de recherche. Donc, ce qui me laisse la possibilité de continuer sur ces engagements, d'intervenir dans le débat public, mais en partant du fond, en partant du travail de recherche. Un institut qui s'appelle l'Institut de l'économie pour le climat, appelé également I4CE. Donc, si vous faites Institut de l'économie pour le climat, I4CE, ça n'a rien à voir. C'est normal, c'est parce qu'en fait, I4CE, ça vient de Institute for Climate Economics. Donc, c'est pour ça que c'est souvent incompréhensible pour la plupart des gens. Voilà, je travaille à I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat, et je travaille sur le rôle économique des collectivités dans la transition écologique. Voilà, donc un fonctionnaire engagé, donc avec des constantes, Laurent en a parlé, donc je ne vais pas épiloguer, l'action publique, la politique, au sens à la fois des politiques publiques, qui sont vraiment le sujet qui me passionne le plus en dehors du foot, et puis le travail avec les acteurs politiques, sous différentes formes. Quand j'étais en collectivité, entre guillemets, simple agent public, j'ai travaillé avec beaucoup d'élus, c'est normal, c'est le cœur du travail, et certainement vous, dans vos expériences, à la fois ici à l'IADT, quand vous serez en projet dès demain, si j'ai bien compris, et demain, quand vous serez dans des postures professionnelles diverses et variées, vous travaillerez aussi avec des acteurs politiques, donc c'est toujours intéressant d'en discuter. Et puis, une troisième dominante qui est la question de la décentralisation et de l'action publique territoriale. Je suis provincial, je ne suis pas auvergnat, mais je me soigne, mais je suis fondamentalement provincial, très attaché à ce que l'action publique ne soit pas vue que depuis Paris, qu'il y ait des très fortes expertises de conception et de réalisation à l'échelle locale. Je crois que c'est vraiment un gage d'efficacité de l'action publique, de proximité, et que, en particulier pour ce qui concerne la transition écologique, l'essentiel, et on va en reparler, se passe au plus près des gens, au plus près de la nature aussi. Et puis la dernière chose, donc action publique, politique, décentralisation, et puis une dimension d'engagement. Si j'ai fait tous ces choix-là, c'est aussi parce que ça correspondait à des choses qui me motivaient dans mes tripes, on va dire, entre guillemets. Effectivement, moi, si je me suis engagé sur les questions de transition écologique, c'est parce que, on va dire, depuis tout petit, ce sont des sujets qui m'intéressent, peut-être par héritage familial ou inclinaison personnelle. Il y en a d'autres sur lesquels j'ai pu me mobiliser. Moi, je suis assez sensible aux questions, on va dire, ça paraît complètement de non-gaspillage de l'argent public. C'est un sujet qui me tient à cœur. Les questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aussi, que j'ai eu à pas mal travailler dans les milieux dans lesquels j'ai évolué. Et entre autres choses. Voilà. Alors ça, c'est pour d'où je vous parle, mais maintenant, les sujets principaux, c'était d'essayer de parler des collectivités et puis de parler de vous, de ce que ça peut conduire, de ce que ça peut entraîner comme conséquence, tout ça, dans votre insertion professionnelle. Très, très clairement, en préparant ce petit topo, je me suis replongé quand j'étais plus ou moins à votre place, il y a en gros entre 15 et 20 ans. Et donc, je me disais que c'était quand même très différent. Je ne dirais pas que ce n'était pas forcément plus facile ou plus difficile, mais le contexte de nos années d'études, pour ceux qui sont de ma génération, à savoir, on va dire, le début des années 2000,
c'était quand même un contexte où on n'avait pas ce sentiment d'un changement de monde et d'un temps plus troublé. Le changement de monde, pour moi, évidemment, c'est une inclinaison personnelle, d'autres mettront d'autres enjeux, mais se dessine principalement par le défi écologique qui gouvernera toutes nos vies professionnelles. Je dis nos parce que moi, bon, j'ai quand même, certes 15 ans dans le rétro, mais enfin, j'ai quand même une bonne partie devant moi. Et vous, vous avez tout devant vous. Et donc, tout cet enjeu va gouverner vos vies professionnelles dans des proportions qu'à mon avis, vous n'imaginez même pas encore, et moi non plus. Je rappelle quand même, vous le savez déjà, c'est rabâché à longueur de journée, que le climat s'est réchauffé déjà à l'heure où on se parle de plus de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc le réchauffement climatique n'est pas, un défi uniquement à combattre, c'est d'abord un sujet avec lequel il faut vivre. Et ensuite, nous avons un défi générationnel d'empêcher que cela aille trop loin. Ce trop loin a été défini de façon conventionnelle par les États lors des accords de Paris à 1,5 degré. Mais on sait très bien qu'il y a de fortes tensions en ce moment sur l'atteinte de cet objectif, et donc il est de notre responsabilité collective de tout faire pour éviter que les choses aillent plus loin, d'autant plus que chaque dixième de degré, c'est désormais de plus en plus documenté, entraîne des conséquences sur la nature et donc sur l'homme qui sont à la fois, on va dire, qui sont relativement catastrophiques du point de vue humain et du point de vue économique. Et donc, il y a là un premier enjeu, évidemment, complété par la question de l'extinction du vivant, ou on va dire peut-être même absorbé par la question de l'extinction du vivant, mais je ne vais pas vous refaire tout le speech là-dessus. Je pense que c'est des sujets avec lesquels vous vivez depuis toujours. C'est en tout cas ce que l'on dit de la jeunesse, donc ça me donne de l'espoir. Et puis, d'autres sujets dont on parle moins, les pollutions de l'air, des eaux, des sols, dont les conséquences sont assez importantes. Tout ça vraiment affecte les structures du monde tel qu'il est. Les conséquences, en plus, sont plus graves pour ceux qui en sont moins responsables. Je parle à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle française. Et donc, il y a là vraiment un défi de notre temps. Et ce défi vient en plus s'inscrire dans un temps qui est troublé, dans le sens où, si je reviens 20 ans en arrière, si on nous avait dit au début des années 2000 qu'on pensait que Poutine était là pour amener la démocratie en Russie, etc., vraiment, on croyait vraiment ça. On n'aurait jamais cru qu'il allait y avoir une guerre de haute intensité à moins de 2000 km de Paris. De plus, on a constaté un affaiblissement du réflexe démocratique, ce qui est un sujet que, pour vous, qui allez vous engager dans les territoires, est un sujet qui doit vraiment, à mon avis, beaucoup vous faire réfléchir et vous donner envie certainement d'agir. On assiste à un désengagement civique de toutes les structures collectives, l'affaiblissement du réflexe électoral, la concentration des médias et globalement une dégradation du débat public dans des proportions qu'on n'avait pas vu venir. Pour prendre ne serait-ce que le climato-scepticisme, le relativisme géopolitique, etc. Enfin, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. En tout cas, pas dans ces proportions. Alors, qu'en tirer comme conclusion sur ce que vous pouvez apporter? Parce qu'en réalité, moi, j'ai recruté des gens de l'IADT. Et c'est une chance inouïe quand on est dans une organisation que de recruter des étudiants comme vous, avec un regard neuf, avec des compétences acquises. Et donc, voilà, vous allez arriver dans vos organisations. Alors, j'ai développé 5 points de ce que tout ceci peut vous s'entraîner comme leçon, et puis après, on pourra en parler, vous pourrez les méditer ou les balayer du revers de la main. La première chose, c'est que plus encore qu'hier, je pense qu'il y a un rôle fondamental du savoir. Ce n'est pas Laurent Rutor qui m'a demandé de dire ça, ni vos enseignants qui sont présents dans la pièce, je le pense sincèrement. Il y a là, dans ces temps troublés, comme je disais, un enjeu majeur de solidifier ses compétences, de solidifier ses connaissances. C'est évidemment le cas sur tous les sujets de sciences du climat, sciences de l'environnement, sciences de la nature, autant que vous le pouvez, mais c'est peut-être encore plus le cas sur tout le volet, tout ce que vous êtes en train d'étudier en ce moment, qui sont les sciences économiques, les sciences politiques, l'urbanisme, enfin plein de sujets sur lesquels d'ailleurs je suis moi-même complètement incompétent, et sur lesquels, voilà, le plus vous profiterez de ces années d'études, le plus vous vous formerez aussi une fois que vous serez entré dans le milieu professionnel, le plus vous serez utile
pour justement conceptualiser ce monde qui bouge. Et il faut savoir quelque chose, c'est que sur ces sujets de transition, bien souvent, en particulier si ces 2 années ou cette année que vous passez l'idée se passe bien, vous serez plus compétent que vos recruteurs. Et aussi plus motivé qu'eux. Certains en auront conscience et ils vous recruteront précisément pour cela. D'autres y verront au mieux, on va dire, quelque chose qui les motive, au pire, quelque chose qui viendra leur casser les pieds. Il faut savoir que c'est ça qui vous attend, parce que comme tout ça change très vite, dans les mentalités, les représentations, l'action, c'est quelque chose auquel vous allez vous confronter. Et donc, il est essentiel que non seulement vous soyez en capacité d'apprendre, de solidifier, de stabiliser des connaissances solides, mais qu'en plus, vous soyez très vite en mesure de les diffuser. C'est-à-dire que demain, vous serez les premiers formateurs de vos environnements professionnels, peut-être même de vos environnements personnels, mais évidemment, le plus vous serez à l'aise avec les concepts, avec les connaissances, avec le savoir acquis, et je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats sur la place de la science dans l'action publique qui sont extrêmement sains, et le plus vous serez des acteurs avertis du monde public. Le deuxième chose qui, moi, me tient énormément à cœur, qui est à la frontière entre ce que vous ferez dans le milieu professionnel et vos engagements, peut-être, c'est le refus du simplisme. En réalité, sur ces sujets, personne ne connaît la destination. Dit autrement, j'ai l'impression que personne ne sait comment on va y arriver. Donc la responsabilité collective qu'on a, c'est de se positionner sur des chemins qui nous permettent d'imaginer, de trouver des solutions, mais certainement pas de construire des solutions toutes faites. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à être extrêmement agacé quand je vois l'état du débat public sur le climat, de voir que pour certains, il suffirait d'ouvrir 14 centrales nucléaires et que pour d'autres, il suffirait d'abattre le capitalisme. Évidemment, ce sont des solutions qui paraissent comme ça, ou de décroître. Il suffirait de décroître. Oui, mais en fait, quand on dit ça, le plus dur commence. Le plus dur commence, on ne sait pas comment décroître. Donc, tous ces sujets, tous ces concepts, c'est bien de les connaître, de pouvoir s'animer dans le débat, mais concrètement, à la fin, on en revient à une réalité simple. On fait comment? Combien ça coûte? Voilà. Désolé d'être terre à terre, mais c'est ce que je dis toujours. Parfois, on se moque de moi, et je le comprends tout à fait, mais c'est quand même comme ça qu'on agit. Et puis, Laurent disait tout à l'heure que j'ai fait des finances et des RH, que c'était un peu rébarbatif. Effectivement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. On s'engage rarement dans les études en se disant « Ah, génial, je vais gérer des budgets !» Ah oui, mais enfin bon, si on veut agir, il faut tenir compte des moyens que l'on a et des gens qui sont là pour agir. Et donc les RH et les budgets font partie intégrante de toute action publique véritable. Et donc demain, si vous êtes en position d'action sur des questions d'aménagement, sur des questions d'urbanisme, ou même si vous êtes enseignant-chercheur à l'université, vous allez très vite vous retrouver confronté à des questions bassement pragmatiques. Qu'est-ce que j'ai comme budget pour le faire? Qu'est-ce que j'ai comme moyen à ma disposition? Comment je fais en sorte d'avoir des gens motivés, des gens compétents, et de faire en sorte que tout le monde soit tiré vers le haut pour des objectifs communs? Ben voilà, c'est ça les RH et les budgets. Donc il faut s'intéresser à ces questions qui paraissent rébarbatives, mais qui sont essentielles pour demain pouvoir agir sur le fond. Le troisième élément, donc le rôle fondamental du savoir, le refus du simplisme administratif, simplisme politique, c'est la question de la capacité d'adaptation. On ne va pas refaire des lignes Maginot sur le climat, hein, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, donc, et probablement l'action passera par des phases de crise, c'est-à-dire que moi, qui suis sur ces sujets depuis quelque temps, je vois que la société progresse par cliquet, et pas d'une façon linéaire. Un cliquet, ça n'a jamais été un rapport du GIEC. J'ai jamais vu un rapport du GIEC arriver et les gens se disent « Ah, incroyable, le rapport du GIEC nous apprend des choses qu'on n'avait pas vu venir. » Dans les cliquets, c'est parfois des éléments qu'on n'anticipe pas, mais qu'on voit venir. Moi, je vais prendre deux choses qui m'ont frappé ces derniers temps. Alors, pour des gens qui s'intéressent à ces sujets depuis longtemps, qui sont au courant de tous les consensus scientifiques, c'est toujours désarmant, mais quand Nicolas Hulot a démissionné en 2018, alors tous les écologistes que je connaissais tapaient sur Nicolas Hulot à longueur de journée, parce qu'il était au gouvernement avec Macron, etc. N'empêche que quand il a démissionné, le lendemain, il y avait 1500 personnes dans les rues de Clermont pour défiler pour le climat. Peut-être certains d'entre vous y étaient d'ailleurs. On n'avait jamais vu ça à Clermont. Jamais. Et il y a eu des marches pour le climat ensuite à l'échelle mondiale. Je dis Clermont, mais enfin bon, à Paris, c'était je ne sais plus combien de dizaines de milliers. Et dans le monde entier, le
mouvement, des marches, il y a eu d'autres événements dans d'autres pays, mais voilà, il y a eu un cliquet là qui s'est passé, notamment autour des étudiants à l'époque qui ont pris conscience de leur pouvoir d'action. Il y en a eu un deuxième, je pense, c'est l'été 2022, l'été dernier, avec les méga-feux, les canicules. Bizarrement, cet été où il y a eu les mêmes phénomènes, déjà, on voit que ça a été un peu plus d'accoutumance. Mais en tout cas, l'été dernier, on a senti ce cliquet, cette prise de conscience. Moi, j'ai fait la campagne présidentielle donc de l'intérieur, avec un candidat assez engagé sur ces questions. J'ai bien vu qu'au printemps 2022, entre guillemets, le climat, je ne vais dire tout le monde s'en foutait, mais enfin, ce n'était pas un sujet cardinal de l'élection présidentielle. Quelques mois après, ça l'est devenu. Et c'est vrai que c'est frappant comment ça fonctionne, et il y en aura d'autres des événements comme cela. Et donc, c'est dans ces moments-là que l'action publique se transforme, se reconfigure, et vous en serez les témoins et les acteurs. Donc il va falloir, entre guillemets, savoir utiliser ces moments pour réinterroger tout d'un coup brutalement certaines pratiques, certains modes d'action. Quatrième conviction, on ne peut pas séparer la question environnementale des questions économiques et sociales, et particulièrement la question sociale. Les questions, les politiques publiques environnementales, j'en parlerai tout à l'heure, c'est le dernier point de mon propos, mais sont fondamentalement liberticides et anti-redistributives. Alors ça ne fait pas plaisir, parce qu'en fait, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'entendre, et que d'ailleurs on essaye de ne pas voir et de ne pas entendre. Et donc la question de savoir comment on les met en œuvre, et comment on les met en œuvre dans la justice, est assez fondamentale pour éviter de voir ce qu'on a pu constater, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, qui a été un de ces moments cliquets dont je parlais d'ailleurs, justement, où pendant, on va dire, des années, on a dit, il suffit, c'est ce que je disais tout à l'heure, il suffit de mettre un prix au carbone. Donc on a créé une taxe progressive, sur l'essence, qui venait par petites doses mettre un prix sur le plein. On a vu que pour un certain nombre de personnes, d'abord le message n'avait pas été reçu de l'objet de pourquoi cette taxe avait été mise. Ensuite, il y avait beaucoup de défiance sur l'utilisation de l'argent qui allait être faite de cette taxe. Et enfin, il y avait globalement une incompréhension que ça repose principalement sur des gens pour qui la voiture n'est pas une option, ou en tout cas n'est pas vécu comme une option. Et donc il y avait là un enjeu démocratique, un enjeu social, et dans votre action demain, il va falloir tenir compte systématiquement de cela. Comment organiser cette transition dans un contexte économique, parce qu'il y a de valeur à redistribuer qu'à partir du moment où on l'a créée, et social, qui permettent de réconcilier la formule qui est devenue bateau, mais que moi j'apprécie, la fin du monde et la fin du mois. Souvent, juste pour prendre un autre exemple, j'entends dire que la question de la transition écologique, c'est la création de nouveaux imaginaires. Voilà, ça c'est. Il faut un récit pour la transition écologique. Oui. Enfin, les nouveaux imaginaires, c'est bien quand on a le frigo plein, quand on n'a pas peur, quand on est dans ma situation, en gros, on n'a pas peur de la fin du mois, etc. Pour la plupart des gens, ce n'est pas de nouveaux imaginaires dont ils ont besoin, c'est de solutions très concrètes pour des gestes du quotidien. Et la cinquième conviction, évidemment, qui est très liée à la précédente, donc je redis, le rôle fondamental du savoir, le refus du simplisme, l'esprit d'adaptation, la question sociale et économique, c'est la question de l'approfondissement démocratique, du rôle du débat et de l'engagement. Et donc là-dessus, je vais conclure sur cette deuxième partie de mon propos. Oui, ça va. Qui est, voilà, ce que vous allez devenir très concrètement, ce que vous êtes déjà pour certains. J'ai aucun doute sur le fait que parmi vous, il y a des gens qui sont engagés sous différentes formes, associatives, politiques, syndicales, que sais-je. Et demain, vous le serez de toute façon par vos engagements professionnels, enfin à moins que certains d'entre vous considèrent qu'aller au boulot, c'est juste faire ses horaires et toucher sa paye, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc vous allez y mettre forcément une part d'implication personnelle. Et donc cet engagement, je le dis, on pourrait y revenir dans la discussion, trouve sa place dans l'action publique.
si certains ont des questions, on pourrait y revenir, mais la fonction publique est un lieu où l'on peut s'engager. Ce n'est pas le monopole des acteurs politiques. Vous pouvez aussi vous engager comme des acteurs politiques. C'est pas sale, c'est bien, c'est même essentiel. Je disais toujours, il en faut beaucoup plus qui s'engagent. Mais le milieu professionnel de la fonction publique et de tout ce qui tourne autour de l'action publique est un milieu qui laisse la place à de l'engagement sur des valeurs et sur des convictions, en particulier sur ces sujets, mais sur d'autres aussi qui peuvent vous tenir à cœur. Voilà, moi je parle de celui-là, mais je ne les hiérarchise pas. Donc, si vous choisissez les collectivités, sachez que vous êtes attendu, vous êtes espéré, vous êtes désiré. C'est pas toujours très bien verbalisé par vos employeurs potentiels. Hein. Disons que la place des jeunes dans une structure publique n'est pas toujours une place où on leur dit « Ah, super, on a besoin d'un jeune pour venir nous révolutionner la roue. » Là, non, c'est pas toujours extrêmement précis dans la façon dont c'est formulé. Néanmoins, c'est quand même une réalité que moi j'ai vécue. J'ai même toujours été presque le plus jeune dans tous les collectifs dans lesquels j'ai travaillé, y compris quand j'étais directeur, ou un des plus jeunes en tout cas. Et voilà, c'est possible, ça demande un peu d'énergie, mais ça vaut le coup. Voilà. Et en particulier, si vous le souhaitez, sur les fonctions financières, actuellement, il y a un poste de directeur des finances sur 10 en collectivité qui est vacant, d'après une étude que j'ai lue récemment dans la Gazette des communes. Ça me paraît stupéfiant. Ça veut quand même dire qu'il y a sur, je ne sais pas, 36 000 collectivités, il y en a une sur 10 qui n'arrive pas à recruter une personne compétente pour gérer son budget. C'est-à-dire le support de l'ensemble de son programme, de son action. Et donc, si ces sujets vous intéressent, je suis disponible pour répondre à toute question. Maintenant, justement, transition sur la question de la transition écologique et des collectivités. C'est mon domaine de recherche, donc je vais en dire 2 mots. Alors, plus particulièrement sur le climat. D'abord, de façon, on va dire, assez logique, on a sectorisé les politiques publiques en fonction de leur finalité, et les politiques publiques climatiques sont en train de devenir un sujet en soi, qu'on peut diviser en 2 volets. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà croisé ces notions, d'atténuation et d'adaptation. Est-ce que ça, c'est des notions qui sont familières ou... Bon, oui, ok. Donc, en gros, l'atténuation, c'est comment faire en sorte qu'on soit le plus bas possible dans la trajectoire mondiale de réchauffement climatique, qu'on soit le plus possible, d'abord sous les 1,5 degrés contenus dans les accords de Paris, et le plus bas possible. Donc ça, c'est toutes les politiques qui visent à lutter contre le réchauffement climatique. Et les politiques d'adaptation, c'est de toute façon, le climat s'est déjà réchauffé et nous devons nous adapter à cette réalité. Et il est sain de prévoir différentes hypothèses pour l'avenir, y compris des hypothèses où on atteint nos objectifs et y compris des hypothèses où on ne les atteint pas. Parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui concernent la société de 2050, de 2080 ou de 2100 qu'on est en train de prendre maintenant. Quand on fait une infrastructure ferroviaire, en ce moment, on ne va pas la refaire en 2050 en se disant « Ah bah tiens, on a raté la cible des accords de Paris, et donc il va falloir qu'on la réinstalle pour un climat qui aura changé entre-temps. » Donc ces 2 piliers qui obligent à une certaine gymnastique, c'est-à-dire se donner comme objectif cardinal de réussir à atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l'accord de Paris, n'est pas incompatible avec le fait de se préparer à son échec. Voilà. Donc ce sont les politiques d'atténuation et les politiques d'adaptation. C'est ce sur quoi l'Institut dans lequel je travaille conduit des études. Le sujet du financement de la transition est majeur. Si ce sujet vous intéresse, pour ceux qui sont les plus économistes d'entre vous, il y a un rapport assez nouveau qui est venu, on va dire, actualiser le paysage des travaux sur le sujet du financement de la transition, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui a été conduit sous l'égide d'un organisme qui s'appelle France Stratégie, l'ancien commissariat général au plan, je crois. Bref. Et ce rapport est venu justement faire l'état actuel des connaissances économiques sur le financement de la transition en France, combien ça coûte et comment on peut le financer. Alors on en a retenu de façon un petit peu caricaturale que le message principal, puisque l'auteur Jean Pisani-Ferry avait conclu qu'il fallait recréer un ISF, et c'était ça qui avait fait les gros titres, mais le message principal et l'apport principal de ce rapport n'est pas dans cette annonce-là, il est dans
la mise en lumière des enjeux économiques de la transition et de ce que ça signifie. Et un des enjeux principaux, c'est qu'il va falloir investir énormément dans les infrastructures. Alors, pour les acteurs privés, évidemment, parce qu'elles vont devoir renouveler un certain nombre d'équipements, notamment équipements industriels, équipements agricoles, avant la fin de la période d'amortissement prévue de ces équipements-là, pour que ces équipements soient plus efficaces, plus sobres. Et c'est vrai également pour les acteurs publics qui ont la responsabilité d'investir pour toutes les infrastructures qui permettent l'efficacité énergétique, la production d'énergie sans carbone. Après, le mix énergétique est l'objet de débats en soi, mais dans tous les cas, il y a un consensus pour dire qu'il faut accélérer très fortement sur les énergies renouvelables. Après, la question de savoir quelle est la part du nucléaire qui, en France, est un mode de production d'électricité assez majeur, historique, c'est un débat ouvert, mais en tout cas, voilà. Et puis, dans les infrastructures également, de la mobilité, qui sont un autre pan fondamental des économies de gaz à effet de serre que l'on peut et que l'on doit faire. Et donc, évidemment, dans ce contexte, les collectivités ont un rôle historique absolument essentiel. Je ne sais pas si vous le savez, je pense que oui, les collectivités sont les premiers investisseurs publics, et de loin, bien avant l'État. Selon les chiffres et la façon dont on les calcule, c'est en gros entre 60 et 75% de l'investissement public qui est porté par les collectivités territoriales. Et elles ont des compétences obligatoires qui leur donnent une responsabilité d'action majeure. Les compétences, c'est dans le domaine de l'énergie. Ce n'est pas le plus important parce que c'est principalement les acteurs étatiques via EDF, etc., ou des acteurs privés qui peuvent investir dans l'énergie, mais elles ont quand même à la fois la capacité d'investir directement, comme par exemple quand on crée des réseaux de chaleur, comme on est en train de le faire à Clermont, ou par exemple quand on facilite l'installation de projets d'ENR, etc. Deuxième volet, c'est évidemment les mobilités. Tout ce qui est infrastructure cyclable, piétonne, tout ce qui est infrastructure de transport collectif et matériel roulant revient, enfin pas tout d'ailleurs, une grande partie de ces sujets reviennent aux collectivités territoriales. Pour les TER, c'est les régions. Pour les transports en commun urbains, ce sont les agglomérations, les EPCI. Troisième sujet, elles sont propriétaires de la plupart du patrimoine public. La plupart des bâtiments publics appartiennent aux collectivités. En ce moment, on communique beaucoup sur les écoles, par exemple. Les écoles, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas combien il y a d'écoles en France, mais enfin, c'est un patrimoine considérable. Et bien souvent, ce sont des passoires thermiques. Donc, si on veut économiser de l'énergie, il faut investir sur le patrimoine public. Et donc, ça revient encore une fois aux collectivités. Et un patrimoine très diffus. Chaque collectivité est propriétaire de quelques bâtiments. J'imagine que certains d'entre vous venez de villages, et donc vous pouvez penser à votre commune et vous dire « Ah oui, effectivement, quand je fais le tour, il y a la mairie, le gymnase, l'école, etc., etc. » Et en fait, on s'aperçoit que là, il y a potentiellement un potentiel de gain en efficacité énergétique assez significatif dans des collectivités qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, pas forcément beaucoup d'équipes, pas forcément la volonté de faire non plus. Donc, c'est un sujet. Quatrième sujet, comme je le disais tout à l'heure, les collectivités ont aussi un rôle d'accompagnement économique et social. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs économiques qui vont voir leur intérêt direct économique ou par conviction vouloir investir eux-mêmes. Je pense à un ménage propriétaire de son logement peut avoir intérêt ou peut avoir la volonté, sans que personne ne l'aide, de le rénover de façon performante et globale, sans que personne. Mais beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs privés, entreprises et ménages, n'ont pas ni la volonté, ni surtout la capacité de conduire ces travaux. Et donc, les collectivités sont déjà mobilisées pour accompagner les acteurs économiques et les ménages, mais probablement, il faudra le faire beaucoup plus, de même que l'État d'ailleurs, c'est un sujet, pour, on va dire, déterminer pour les ménages solvables comment on peut les inciter davantage à conduire ces investissements absolument nécessaires, et pour les ménages qui ne sont pas solvables, comment on peut les accompagner, y compris économiquement, pour le faire. Ménages et entreprises. Parce que c'est la même chose pour une usine. Une usine qui est, encore une fois, un entrepreneur, un industriel, qui a pu conduire de très importants investissements qui ne sont pas complètement amortis. Et
les exigences de la transition poussent à ce qu'ils refassent cet investissement maintenant pour pouvoir gagner en efficacité énergétique. Il n'a pas forcément entre guillemets, les reins pour le faire. Et il y a d'importants dispositifs publics qui existent déjà pour l'inciter, le pousser, l'accompagner. Mais probablement, il faudra aller plus loin. Idem pour les agriculteurs et compagnie. Donc, nous, on travaille sur ces sujets. Nos axes, et je vais terminer là-dessus, c'est d'abord d'essayer de déterminer combien ça coûte, tout ça. Donc, aujourd'hui, en gros, on a conclu que les collectivités territoriales, tous échelons confondus, investissaient un peu plus de 6 milliards d'euros, un peu plus, pardon, de 5 milliards d'euros pour ces sujets climat en direct. Mais que si on voulait atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, donc c'est en gros la feuille de route climatique de la France, il faudrait qu'elles doublent leurs investissements. Deuxième axe, c'est ce sur quoi je travaille moi en ce moment, c'est comment on finance cette marche, quelle mobilisation des leviers de financement est possible. Donc en gros, il n'y a pas 36 leviers dans une collectivité locale, hein. C'est pour ça que je dis les finances, ça peut paraître rébarbatif, mais enfin une fois qu'on met... C'est surtout des questions stratégiques et politiques qui se posent derrière. Les leviers, c'est, bon, si je veux financer la transition, je peux arrêter de faire d'autres choses. Mais quoi? Qu'est-ce qu'une collectivité fait aujourd'hui comme investissement qu'elle peut arrêter de faire demain pour faire du climat à la place? Deuxième sujet, je peux aller chercher des ressources propres supplémentaires. De la fiscalité, vous travaillerez sur la fiscalité locale, c'est rarement la matière sur laquelle on se précipite quand on est dans les études, pourtant ça mérite d'être étudié. La fiscalité, les tarifs. Il y a des débats en ce moment, par exemple, sur la gratuité des transports en commun, qui sont intéressants. Mais quand on rend un transport public gratuit, on se prive d'une recette tarifaire. Donc on aggrave la question du financement des nouvelles infrastructures. Troisième axe, un soutien accru de l'État. Ok, c'est facile de dire, bah non, mais l'État n'a qu'à donner plus. Mais l'État, derrière, comment se finance-t-il lui-même? Donc la question, effectivement, ne fait que reporter la question sur l'État de comment est-ce qu'il peut se financer lui-même en créant de nouveaux impôts, lui-même en montant de nouveaux tarifs, lui-même en arrêtant de faire d'autres trucs pour faire du climat à la place, pour synthétiser. Et puis, le dernier levier, c'est évidemment de s'endetter davantage avec tout ce que l'on sait sur l'état de la dette publique. Et la dette locale n'est pas mauvaise, puisque de toute façon, on est très, très, très encadré. Mais l'État prévoit que les collectivités se désendettent dans les années qui viennent. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est souhaitable? Au regard de tout ce qu'on est en train de se dire, je n'en suis pas sûr. Voilà pour les grandes lignes. Juste sur l'adaptation au changement climatique, comme vous l'avez compris tout à l'heure, le sujet, il est à la fois de savoir qu'est-ce qu'on doit dépenser en plus. Par exemple, il est assez logique de se dire que l'action des services départementaux d'incendie et de secours qui dépendent des départements, donc qui sont bien des services des collectivités territoriales, va être amené à monter en puissance et que donc du coup il y a un enjeu de financement des SDIS. Donc ça, c'est des choses qui peuvent venir en plus. Mais mes collègues qui sont spécialistes du sujet insistent plutôt sur le fait qu'il faut dépenser mieux. C'est-à-dire penser tout de suite tout ce que l'on fait, même vous pouvez imaginer si demain, vous êtes un peu jeune, mais si vous êtes propriétaire ou si vous voyez des gens dans votre entourage qui sont propriétaires, qui conduisent des travaux, il faut penser les questions de confort d'été dès maintenant. On voit bien, les canicules, on n'en est qu'au début. Et donc, quand on construit une école, que cette école, elle est BBC, énergétiquement positive, etc., mais que c'est un four dès qu'il fait chaud, ce n'est pas une école qui est viable du point de vue du climat. C'est une école qu'il faudra refaire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, alors que normalement, la durée d'amortissement d'un tel bâtiment, c'est plutôt 30 ou 50 ans. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un sujet de maladaptation dans beaucoup d'investissements, des investissements qui ne sont pas conçus pour... allez, on va rentrer un peu sur un terrain un peu plus polémique, si vous voulez. Une méga-bassine. Une méga-bassine, moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas hydrologue, etc. N'empêche que je lis beaucoup de gens qui le sont et qui disent qu'une méga-bassine, c'est un exemple typique de maladaptation. Ça répond à une problématique de court terme, en pompant dans la nappe phréatique, mais ça ne résout pas le problème de la pression hydrique dans un climat futur. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas répondre aux questions techniques sur les méga-bassines. Ce n'est pas mon métier, mais néanmoins, voilà le genre de débat qui vont de plus en plus envahir les questions de politique territoriale et dans lesquelles vous allez vous inscrire très certainement. En conclusion, donc, si je réponds à mes deux questions, dans quelle mesure la transition écologique chamboule-t-elle les pratiques professionnelles de l'action publique territoriale? Eh bien, je pense que de façon majeure, qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, vous en serez les acteurs, et bravo, et bienvenue.
Et deuxièmement, quel est le rôle et la place de l'action publique dans ce contexte et comment vous, étudiants de l'IADT, pouvez-vous vous y insérer? Eh bien, le rôle de l'action publique sera déterminant. Les acteurs privés, je n'oppose pas public et privé, hein, il y aura vraiment les deux, mais simplement il y a un rôle d'impulsion, notamment d'impulsion économique des acteurs publics qui est absolument central. Au sein des acteurs publics, l'essentiel de la responsabilité économique repose sur les collectivités territoriales, sur l'action ici, au plus près des habitants, au plus près des territoires, parce qu'évidemment, plus je n'ai pas dit, mais la capacité des collectivités à s'adapter à leurs spécificités qui ne sont pas les mêmes. Quand on est en Bretagne, on a des questions à résoudre sur l'érosion littorale, qu'en Auvergne, voilà, on a un petit peu moins, quoi, voilà. De même que la reconversion des stations de sport d'hiver, ce n'est pas un sujet qu'en Bretagne, on manipule beaucoup. Voilà. Donc il y a des questions spécifiques qui nécessiteront des savoirs spécifiques, et ça tombe bien, ben voilà, vous êtes là pour ça. Donc Jade, Master 2 GTDL. Master de quoi, pardon? Gestion des territoires et développement local. Je ne suis pas sûre, des fois, vous utilisez le terme transition climatique et écologique. Est-ce que pour vous, c'est la même chose ou vous faites une nuance Non, je fais plus qu'une nuance, je fais une vraie différence. Les politiques du climat sont une partie d'un ensemble plus vaste qui sont les questions écologiques qui les englobent et qui les dépassent, même si, évidemment, il y a des interactions très fortes entre les politiques climatiques et, par exemple, les politiques de lutte contre l'extinction du vivant ou d'autres. Quand on fait une ZFE, par exemple, c'est une zone à faible émission, ou quand on agit contre la pollution de l'air, on agit aussi pour le climat. Donc, on dit que c'est un outil de lutte contre la pollution de l'air, mais ça a d'autres conséquences sur d'autres politiques environnementales. De même, quand on agit pour, on va dire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc pour contenir l'évolution climatique future, on agit aussi pour la biodiversité, puisque le réchauffement climatique est une des causes principales de l'extinction du vivant. Mais il y en a d'autres. Donc ça veut dire que la question de la lutte pour, on va dire, de l'action pour la biodiversité dépasse la question climatique, mais l'intègre. Et donc il y a des interactions très fortes entre ces sujets. C'est vrai que nous, dans notre institut, on travaille sur le climat. Et donc ça nous est, entre guillemets, parfois un petit peu, c'est pas reproché, mais les gens regrettent que nos travaux ne portent que là-dessus, parce qu'ils disent, mais ça ne donne qu'une vision un peu myope, un peu limitée de ce qu'il faudrait faire. Voilà, c'est un parti pris. Malgré tout, il y a une expertise spécifique sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Qu'il faut avoir l'esprit, l'adaptation aussi, donc on développe cette expertise, mais en aucun cas il faut limiter l'approche écologique à la question du climat. Ce serait une grosse erreur, et voilà, même à titre personnel par exemple, on voit par exemple, désolé, mais sur le sujet du nucléaire, qui n'est pas un domaine d'expertise que j'ai, mais donc on dit le nucléaire, c'est une énergie qui permet une électrification bas carbone, ce qui est factuellement juste. Mais on fait comme si du coup, le sujet des pollutions engendrées par le nucléaire n'existait plus. Mais ce n'est pas vrai en fait, c'est aussi une problématique environnementale. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il y a juste des équilibres à trouver. Et donc la question de savoir quelle est... Et il en va, d'ailleurs je dis le nucléaire, mais il en va de même pour les matériaux qui composent les éoliennes. Et les batteries. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'Allier là, mais on va ouvrir une mine de lithium au sud de l'Allier prochainement. Voilà, ça pose d'autres questions environnementales. Tout ça pour permettre évidemment l'électrification des véhicules, qui est un instrument essentiel de la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre, mais qui pose d'autres questions environnementales. Donc en réalité, tout interagit. Et donc l'approche de ce qui est appelé par le gouvernement la planification écologique, je suis un grand fan de ce terme, d'ailleurs je ne l'ai pas utilisé dans mon propos, je n'ai pas fait exprès, mais je pourrais en reparler si vous souhaitez. Donc dans l'approche de la planification écologique, il y a bien l'idée d'avoir une vision d'ensemble. Mais il se trouve que ce sujet du climat est le premier que tout le monde met en haut de la pile. Merci.
Antoine, du master, pareil, gestion des territoires Stratam. Du coup, j'ai une petite question sur les sujets que vous avez abordés. Vous avez cité comme outil levier les investissements, la fiscalité, l'efficacité. J'aurais aimé avoir votre point de vue sur le sujet du renoncement à certaines infrastructures, à certains projets qui fleurissent encore et toujours sur le territoire, qui sont souvent nécessaires, mais qui sont parfois pas compatibles avec les objectifs carbone ou autres en termes de critères environnementaux qu'on s'est fixés. Et du coup, voilà, pour pas citer par exemple le chercheur qui fut clermontois, Alexandre Monin, il faut, à mon avis, politiser le renoncement. Donc voilà, j'aurais aimé avoir votre avis sur ce sujet qui est pour moi un outil majeur de la conduite des politiques publiques et autres par la suite. Oui, merci pour cette question. C'est un sujet que je trouve intellectuellement central, en fait. C'est le sujet peut-être numéro 1 d'ailleurs. Savoir ce qu'il est nécessaire de faire, un premier sujet. Savoir ce que l'on peut arrêter de faire et ce que l'on doit arrêter de faire en est un autre peut-être encore plus difficile. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a des choses... D'abord, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on a arrêté de faire, parfois sans le dire. Hein. Moi, je prends toujours cet exemple-là. Comme je disais tout à l'heure, parmi les leviers, j'ai mentionné la question de la redirection des dépenses. C'est-à-dire, on fait des dépenses pour le climat, mais on arrête d'en faire sur d'autres politiques. Quelque part, je réponds un petit peu, je disais, ça fait partie des leviers, c'est-à-dire renoncer à quelque chose. Mais renoncer à quoi? Là, je vous invite à regarder. Prenez la ville de Clermont-Ferrand ou une autre. Prenez les PPI, c'est-à-dire les programmations pluriannuelles des investissements qui étaient votées, je ne sais pas moi, dans les années 90. Et prenez le dernier, là, celui qui a été fait par les municipalités, quelle que soit leur étiquette politique, hein, avec évidemment des gradients, etc. Mais prenez ce qu'ont fait les collectivités dans le dernier mandat, là, et vous verrez que ce n'est pas le même type, la même nature de projet qui sort. Donc ça veut bien dire qu'il y a des choses nouvelles que l'on fait, plus, ou des choses que l'on fait davantage, et des choses qu'on a arrêté de faire. Et donc la question de savoir jusqu'où on doit aller, c'est vraiment une question centrale. Et je pense qu'effectivement, l'idée d'avoir des débats politiques sur ce que l'on doit arrêter, elle est fondamentale. Le sujet de, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, peut-être vous avez moins suivi ça. On va dire pour moi, quand j'étais étudiant, c'était le sujet du moment. Donc finalement, ça a été arrêté, Notre-Dame-des-Landes. Mais à quel prix, quoi? De naufrage démocratique, de frustration de l'ensemble des acteurs. On n'a pas su organiser la délibération pour se dire, mais comment ce projet, qui était, là je me mouillais personnellement, hein, qui était anachronique, complètement anachronique, comment ce projet a-t-il pu aller aussi loin dans un contexte de production de milliers de rapports sur voilà, le rôle de l'aviation, sur le fait qu'il ne fallait pas artificialiser les sols, etc. Et on a des sujets ici, un peu de moindre ampleur, mais moi je regarde attentivement le dossier de la RN 88, s'il y a des gens de la Haute-Loire. C'est en gros un projet qui date des années 1980, qui vise à créer un contournement routier de 2 communes de Haute-Loire. Alors là, s'il y a des gens du coin, ils sauront mieux expliquer que moi, mais c'est le Pertuis et Saint-Austien, quelque chose comme ça, enfin bref. Et parce que effectivement, pour les gens de ces 2 communes, c'est catastrophique cette nationale. Enfin, il se trouve que j'y suis passé pour me faire ma propre idée. Effectivement, je ne sais pas s'il y a des gens de ces 2 communes, peut-être qu'ils pourraient y raconter, mais je pense que c'est vraiment pas évident de vivre dans ces communes avec cette route qui traverse. Et donc du coup, dans les années 80, comme c'était un petit peu la mode, on a créé un projet de contournement, mais qui est un projet de contournement qui est, par sa dimension, aujourd'hui, de mon point de vue, là aussi, complètement anachronique. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais plus combien de kilomètres de routes sont créés, combien de centaines d'hectares de terres agricoles sont sacrifiés, 13 ouvrages d'art, 350 millions d'euros. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on peut faire avec 350 millions d'euros, c'est assez considérable. Et donc, c'est vrai que le sujet, encore une fois, j'essaye
ici, je ne suis pas là dans une tribune politique, vous avez compris mon point de vue sur ce projet en particulier, mais d'un autre côté, dire juste on arrête, bah ça ne répond pas à la question d'origine. Personne n'a envie de massacrer la nature par plaisir, je pense. Il y avait derrière une vision d'un progrès à laquelle il faut répondre différemment. Voilà, donc je réponds mollement, mais je pense que c'est effectivement un des enjeux principaux auxquels vous serez confrontés dans les collectivités et ailleurs. Je passe. Ah. Bonjour. Prénom, le master. J'y tiens. Mathéo, master 2 GTDL. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur le rôle que pouvaient avoir les agents des services publics dans cette transition écologique, notamment lié au fait que on peut avoir cette impression que les agents sont... donc, les agents du service public sont un peu par définition au service du public, c'est-à-dire au service, on pourrait le dire, des élus ou des personnes qui sont démocratiquement élus, qui sont finalement les personnes qui sont dépositaires de la décision finale qui sera prise sur le territoire. Et du coup, je voulais savoir dans quelle mesure, comment pouvait se caractériser ce rôle concrètement, dans la mesure où même si c'était des agents qui avaient une certaine conscience, ils avaient un peu, entre guillemets, les mains liées par la décision ou l'opinion publique. Et donc voilà, savoir un peu dans quelle mesure ils pouvaient quand même agir malgré cette sorte de lien-là. Merci pour cette question. J'espérais que quelqu'un me la poserait, parce que ça, c'est un sujet qui me passionne, la question de la posture professionnelle de l'agent public par rapport aux politiques. Mon chef dans l'Hérault, donc, qui était directeur général adjoint des services du département de l'Hérault, qui était à la veille de la retraite et qui m'a, à 25 ans, confié une direction, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'a marqué. Donc c'est déjà une première chose, c'est que peut-être dans votre vie, vous aurez la chance de rencontrer dans le plan professionnel des gens qui seront un peu des mentors, ou qui vous donneront des choses, y compris quand parfois vous serez en désaccord avec eux. Il avait une formule qui résumait de façon pour moi extrêmement limpide, claire et directe ce qu'est la posture de l'agent public en collectivité. Il disait « le conseil est libre et l'exécution est loyale ». Et je pense qu'il y a dans l'engagement dans la fonction publique une notion qui m'est chère, qui est la notion de servir, qu'on utilise principalement, on a l'impression que c'est un truc de militaire, quoi, servir, mourir pour la patrie, etc. Mais non, mais quand on entre, je sais pas, à la mairie de Clermont, on sert le bien commun tel qu'il a été défini par tout un ensemble de règles à travers la mise en place de structures démocratiques, des élus, élus au suffrage universel, etc., etc. On sert le bien commun. Mais ce service, ça ne veut pas dire qu'il faut être servile. Bien au contraire, il faut y injecter votre dimension de tempérament, de conviction, de connaissance. Et demain, ceux qui rentreront dans les collectivités publiques, c'est ça qui est attendu de vous, même si ce n'est pas verbalisé. C'est que vous soyez, entre guillemets, tout en étant respectueux des cadres institutionnels dans lesquels vous êtes, que vous utilisiez toute cette liberté. Et moi, il se trouve que j'ai travaillé très directement avec de nombreux élus locaux, qui n'étaient pas tous sur des lignes politiques qui correspondaient à mes convictions personnelles. Et jamais aucun d'entre eux ne m'a reproché l'usage de cette liberté. Et aussi, à l'inverse, évidemment, une fois que la décision est prise, il faut savoir s'effacer derrière cette décision. C'est-à-dire que si je travaille pour une collectivité pour laquelle j'instruis une décision aussi difficile que, par exemple, tous les bons arguments qu'il y aurait à renoncer au contournement de la RN 88, mais qu'en définitive, par exemple, ce président de conseil régional, puisque c'est un projet porté par la région, décide d'y aller. Il a été légitimement élu pour cela, c'est sa prérogative, votre rôle est de vous effacer, d'appliquer. Et c'est vraiment ce côté binaire qui est essentiel dans l'action publique. Si à un moment donné, pour des raisons personnelles, ça ne vous convient pas, ça peut arriver. Votre éthique est trop chamboulée,
vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à composer, bon, c'est que ça veut dire que c'est l'heure de changer. Parce qu'en fait, là, pour le coup, vous sortiriez de votre rôle de fonctionnaire en vous mettant en travers, que ce soit par opposition directe ou par, on va dire, paresse, désengagement. Le pire, c'est le désengagement. Vous sortiriez de votre rôle d'agent public en le faisant, ou en arrêtant d'agir. Et donc, de mon point de vue, et c'est pour ça, voilà, finalement, vous avez vu, j'ai fait pas mal de choses en peu de temps. J'ai eu des moments où je ne suis pas resté longtemps sur certains postes, sans rentrer dans les détails. C'est parce qu'à un moment donné aussi, il y a des moments où je n'ai pas retrouvé mon compte. Mais voilà, donc ça arrive. Il faut savoir être dans le mouvement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors moi j'avais une question concernant... Prénom, master. Lilian, Master 2, pareil, GTDL, Gestion des territoires, développement local. Concernant la tension qu'il peut y avoir entre ces enjeux environnementaux et le développement des territoires. Au sens où, comme vous avez évoqué la question de l'A88, il me semble. La RN88. RN80, oui, enfin bref. Les territoires, ils ont quand même... Enfin, on sait que le tourisme, par exemple, est quelque chose de majeur. On sait combien, par exemple, la 75 pour les territoires cantaliens ou autres de l'Auvergne est cardinal. Donc comment se positionner sur ces questions-là sans forcément créer du tort à son développement pour chaque EPCI. Et on sait que, aussi que pour revenir aussi sur ce que vous avez dit concernant la décentralisation, est-ce que c'est vraiment le meilleur échelon dans la mesure où ça participe quand même à créer une certaine concurrence une concurrence exacerbée entre guillemets entre les territoires? Et est-ce que comme j'avais écrit ça, un retour à une planification plus globale serait pas par moment plus adapté, même si c'est plus vertical, ça permet peut-être d'avancer des fois plus vite, même si c'est pas. Voilà. Il y a pas mal de questions dans la question là. D'abord, il y a la question de qu'est-ce que ça veut dire le développement d'un territoire. La tension avec et après la démocratie. La tension avec le renoncement du coup aussi. Ça rejoint un petit peu la question précédente. Il y a la question de est-ce que la décentralisation c'est la concurrence entre les territoires et une autre qui est planification écologique versus décentralisation. Donc, je ne sais pas si chacune de ces questions mériterait une conférence en soi. Sur la vision du développement des territoires, oui, je comprends tout à fait la question, effectivement. Moi, je suis le premier à défendre, par exemple, l'idée qu'il faudrait qu'il y ait une liaison ferroviaire entre Paris et Clermont qui soit quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, qui peut passer par, j'imagine, la construction de nouvelles infrastructures qui viendraient détruire ici des zones humides, ici des terres agricoles, et que donc, du coup, on risque d'avoir des débats de cette nature, comme ça peut... Voilà, c'est une question... J'ai tendance à penser quand même qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du combat pour le climat, mais là je vous livre une conviction personnelle, encore une fois discutable, les nouvelles infrastructures routières, globalement, il faut étudier de près. Voilà. Quand c'est des infrastructures de transport collectif, c'est une question de choix après de ces armes, mais sacrifier des terres agricoles dans l'état actuel des choses pour de nouvelles infrastructures routières, il faut regarder de très près quand même, être sûr de l'impact de développement. Et c'est pas pour focaliser sur ce projet en particulier, très franchement, là, je n'ai pas lu toutes les études et tout ça, mais voilà. Je pense que le coût, tout ça c'est un rapport coût-bénéfice, et je pense que les coûts sont quand même très élevés par rapport aux bénéfices de développement, par rapport aux projections sur la circulation automobile à moyen terme, par rapport à tout ce que cet argent pourrait permettre de faire d'autres. Voilà. Et par rapport à la perte que représente aujourd'hui l'artificialisation d'un certain nombre de zones humides, de terres agricoles. Sur la question planification écologique versus décentralisation. Alors là, c'est un sujet passionnant, parce que récemment, j'ai écouté les élèves de l'INSP, donc là, c'est le nouveau nom de l'ENA, ont lancé un podcast. Je ne sais pas si certains d'entre vous écoutent des podcasts, mais j'en écoute pas mal, qui s'appelle SOFIA, S-O-F-I-A, et qui a vocation à parler d'action publique. Donc, comme c'est un sujet qui m'intéresse, j'allais écouter le premier épisode qui invitait Jean-Marc Jancovici. J'imagine, tout le monde connaît.
qui est, on va dire, qui a conceptualisé en grande partie la planification écologique avec une approche énergétique. Voilà, je pense que tout le monde connaît à la fois ce qu'il a apporté au débat public. Voilà. Il se livre dans ce podcast à une charge assez violente contre la décentralisation. J'avoue que moi, les bras m'en sont tombés. Mais vraiment, je considère par mon expérience de fonctionnaire territorial et de fonctionnaire d'État, vraiment, que l'efficacité est du côté des collectivités territoriales. Alors on peut le regretter, on peut se dire « Ah mais c'était mieux avant, du temps où l'État omniscient, déconcentré, avec des préfets qui avaient une très grande liberté, pouvait, sur la base d'ordre depuis Paris, avec des moyens considérables, agir pour le bien des gens, sans leur avis, parfois contre leur avis, mais parce qu'il y avait une vision du progrès derrière, etc. Et qu'il suffirait de changer cette vision du progrès, et on ferait une super planification écologique descendante, avec des fonctionnaires d'État dans les DREAL qui seraient en capacité de dire « toi, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. » Tout ce qu'on est en train de se dire, mais c'est eux qui les tranchent. Moi, je ne crois pas du tout à ça, mais vraiment pas du tout. Je crois au contraire que l'efficacité, l'acceptabilité, la capacité d'action, elle dépend de la capacité délibérative des gens là où ils sont. Et donc la question ensuite qui se pose, c'est comment on organise. Est-ce que la décentralisation, elle est correctement organisée du point de vue du fonctionnement de la démocratie locale ? Est-ce que vraiment, une mairie, c'est quand même une mini 5e République, hein, faut se dire les choses, un département, une région, pareil. C'est pire même qu'une 5e République. Le droit d'une opposition dans un conseil municipal est inférieur au droit d'une opposition au Parlement. Et donc, est-ce que les conditions de la délibération démocratique sont satisfaisantes dans la décentralisation ? Je ne pense pas. Mais est-ce que ça remet en cause le principe de confier, parce que la décentralisation, c'est de confier à des assemblées démocratiquement élues l'exercice libre, via la libre administration, d'un certain nombre de prérogatives. Est-ce que ça remet en cause ce principe ? Pour moi, bien au contraire. Et donc la décentralisation ne fonctionne pas parfaitement. La question des échelles territoriales aussi, avec ces grandes régions, etc., peut-être, sûrement, mériterait d'être interrogée. Mais néanmoins, le principe même de la décentralisation me paraît, à moi, la condition de l'efficacité de l'action. Et il y avait une troisième question, mais je l'ai oubliée. C'était tout, ok. Comme ça permet à d'autres de poser des questions aussi. Voilà, j'espère que j'ai répondu, mais voilà, c'est un sujet qui m'interroge beaucoup. Et pour l'instant, on ne va pas se raconter d'histoire. L'État, depuis 2022, moi je l'observe en tant que, on va dire, le mandat Macron 1, du point de vue de l'action environnementale, c'est pas, enfin de l'action pas encore, mais du point de vue de la conception de politique climatique, en tout cas, c'est pas le mandat de Macron 2. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un changement autour de l'été 2022, qui a correspondu à la réélection du président, mais je pense que l'élément principal, ce n'est pas la réélection, c'est l'été 2022, et la façon dont la société s'est tout d'un coup mise en mouvement sur le sujet. Il y a aujourd'hui, auprès de la Première ministre, un service qui s'appelle le Secrétariat général à la planification écologique, le SGPE, qui conçoit justement cette planification. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une planification véritable, on est vraiment dans une approche, on va dire, des grandes données physiques, etc., mais on n'est pas encore sur une planification territorialisée. Et je m'interroge sur la notion même de planification, voilà, qui pour moi renvoie à un imaginaire des 30 glorieuses, où voilà, c'était le progrès, etc. Mais est-ce que cet imaginaire, il est sain? Est-ce qu'il est conforme aux enjeux de notre temps? Est-ce que justement, est-ce qu'il n'est pas un peu réac? Voilà, je me pose vraiment toutes ces questions et à vrai dire, comme vous voyez, je commence à y apporter aussi des réponses personnelles. Je pense que c'est pas ça dont on a besoin, c'est pas de la planification, c'est vraiment de la délibération et de l'action. Est-ce que ça serait pas justement un frein à la prise de décision concrètement? Parce que c'est sûr que c'est plus facile de prendre une décision et que tout le monde applique, entre guillemets, de façon verticale, à grands traits, hein. Mais quand on doit composer avec vraiment tout le monde qui va rajouter son petit... toutes les oppositions, je sais pas. Entre-temps, je sais pas, les gens qui sont, on va dire, dans les territoires, j'adore pas cette expression, enfin les gens qui vivent là où ils vivent, quoi. Ils ont appris à avoir droit au chapitre. Et est-ce qu'ils vont accepter ces décisions venues d'en haut? En particulier si ce sont des décisions qui, entre guillemets, sont difficiles, qui leur font grief. On va prendre l'exemple des projets éoliens. L'installation d'un projet éolien.
y a des études maintenant très claires qui montrent qu'un projet éolien installé de façon descendante verticale est beaucoup moins bien accepté qu'un projet éolien qui naît du territoire. Alors, probablement que si on attendait juste que les Français s'emparent du sujet et qu'ils construisent eux-mêmes des projets éoliens citoyens, on ne répondrait pas au rythme de la transition. Néanmoins, si on se contente de dire, voilà, on va avoir une superpuissance EDF comme il y avait dans les 30 Glorieuses, pilotée par un ministère de l'énergie composé d'ingénieurs des mines ultra brillants, mais qui décide tout depuis Paris, je ne pense pas qu'on y arriverait non plus. Je pense que tous ces projets d'éolien, ils seraient encarafés dans la seconde où ils sont lancés. Et donc, probablement qu'il y a là un moyen terme, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur l'implication des citoyens dans tout ça. Et donc, pour moi, la décentralisation, l'existence d'échelons capables de décider quand même, parce que c'est pas un kolkhoz, une collectivité, c'est quand même une structure décisionnelle assez verticale. D'ailleurs, malheureusement, de plus en plus verticale. Et donc, le fait qu'il y ait une collectivité capable de décider dans un contexte démocratique délibératif me paraît au contraire, et sur un ressort pertinent géographiquement. Après, par exemple, on pourrait imaginer, c'est d'autres sujets, mais il y a un problème autour des intercommunalités aujourd'hui en France. Elles sont pas, au regard de ce qu'on leur a demandé de faire, de leurs responsabilités, elles ne sont pas assez démocratiques dans leur fonctionnement. Et probablement, c'est vrai aussi des départements et des régions où plus personne ne vote. Qui s'intéresse franchement aux élections départementales et régionales? Les communes, c'est différent. Donc il y a quelque chose à nouer sur la revitalisation de la démocratie, mais à mon avis, pas dans la défiance vis-à-vis de la décentralisation. Baudouin, élève en Master 2. Ma question porte sur qui et comment financer la transition écologique si elle est décentralisée aux collectivités territoriales. Ça deviendrait alors un investissement pour les collectivités territoriales. Donc comment financer? Vous avez parlé du jeu des budgets, financez-moi un projet pour financer la transition. Vous aviez évoqué un impôt sur la fortune, c'était quelque chose qui était sorti assez récemment. Il reste les prêts, les aides de l'État, mais pourtant rien de tout ça est particulièrement décentralisé. S'il faut investir plus, est-ce qu'il faudrait rajouter un impôt qui soit territorialisé? Alors, là aussi, il y a plusieurs questions dans la question. Donc, aujourd'hui, les collectivités, elles investissent beaucoup. Et pour ce faire, elles ont des financements. Et sur ces financements, elles ont quand même des marges décisionnelles qui font que telle collectivité décide d'une stratégie de financement X et qu'une autre décide d'une stratégie de financement Y. Ça fait partie du débat qui justifie un maire qui dit « moi, je ne vais pas augmenter les impôts », un autre qui dit « moi, je ne vais pas augmenter ma dette », un autre qui dit « je ne vais augmenter ni mes impôts ni ma dette », un autre qui dit je vais augmenter ni mes impôts ni ma dette, en plus je vais tout rendre gratuit, et puis un troisième qui dit bon écoutez les gars, à un moment donné il va quand même falloir que quelqu'un passe à la caisse quoi. Et donc tout ça fait partie du débat, et il y a quand même des marges. Alors il y a deux choses que la question m'inspire. La première, c'est que globalement le pouvoir fiscal des collectivités s'est énormément réduit dans le temps. Il y a eu, quand la première vague de décentralisation a eu lieu au début des années 80, la création d'une architecture de financement basée sur les quatre vieilles taxes, ce qu'on appelle les 4 vieilles, les 4 taxes, la taxe professionnelle qui était un impôt sur les entreprises, il y avait la taxe foncière qui était un impôt qui touchait les propriétaires du territoire, la taxe d'habitation qui touchait les habitants du territoire et la taxe sur le foncier non bâti. Enfin, il y avait 2 taxes foncières. Bref. Aujourd'hui, petit à petit, on a érodé à la fois la capacité des collectivités à agir sur un certain nombre d'aspects intrinsèques de ces impôts, on a capé un certain nombre de possibilités d'évolution des taux, et puis on a supprimé des impôts. Les 2 derniers, c'est par exemple la taxe d'habitation qui a été supprimée entre 2017 et 2020, et la CVAE, donc, qui est une des remplaçantes, donc la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises,
qui est une des deux remplaçantes avec la contribution foncière des entreprises de l'ex-taxe professionnelle, je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, du coup, la suppression annoncée là, de ce deuxième impôt fait qu'on réduit encore le pouvoir fiscal des collectivités. Alors, facialement, on dit toujours oui, mais elles perçoivent toujours autant d'impôts, mais c'est vrai, elles perçoivent des fractions de TVA que l'État leur reverse, sur lesquelles elles n'ont aucun pouvoir de taux, aucun pouvoir d'assiette, rien. Donc, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, d'une part, une collectivité qui voudrait augmenter ses ressources a moins la possibilité de le faire pour financer la transition sur le volet fiscal. Après, elle peut augmenter d'autres ressources, mais on pourra en parler. Et d'autre part, ça a eu un effet peut-être sous-estimé de casser le lien, un lien direct entre les habitants, les contribuables d'un territoire et l'action publique locale. C'est-à-dire que je sais que ce n'était pas une bonne nouvelle à l'époque, mais quand j'étais étudiant à Rennes, je payais ma taxe d'habitation. Et donc, j'étais quand même un consommateur des services publics de la ville de Rennes, et j'étais aussi un contribuable de la ville de Rennes. Donc j'avais ce lien, et tous les habitants de la ville de Rennes avaient ce lien. Dorénavant, vous pouvez être clermontois et ne jamais sentir ce lien avec les services publics municipaux parce qu'il y en a beaucoup qui sont gratuits, donc vous ne les payez pas, et vous ne payez plus de taxes d'habitation, donc à moins que vous soyez propriétaire clermontois aujourd'hui, en gros, ce qui est mon cas, mais ce qui n'est sans doute pas le vôtre, et bien vous ne payez pas d'impôt qui va directement dans les caisses de la commune. Alors vous le payez indirectement, puisque quand vous consommez de la TVA, il y a une partie qui est reversée à la ville de Clermont, mais ce lien, il n'est plus apparent. Et donc il y a là quelque chose, et donc derrière votre dernière question, il y a une réflexion, il y a une note de Terra Nova qui est sortie il y a 15 jours sur justement la création de nouvelles contributions résidentielles, territoriales, ou choses comme ça. En gros, de recréer un impôt local qui crée un lien direct entre les habitants d'un territoire et l'action publique. Il y a là à la fois quelque chose qui tourne autour d'un objectif de rendement, c'est-à-dire comment on finance l'action publique, mais aussi un objectif de création de liens. L'impôt, qu'on le veuille ou non, finance l'action publique. Et chaque fois qu'on supprime un impôt, sans réinterroger le périmètre des services publics, il faut bien se dire que c'est juste du vase communicant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des filles qui veulent poser des questions aussi, non pas que les questions des garçons ne soient pas pertinentes, mais c'est un petit déséquilibre qui est en train de se créer. Alors moi, je suis une grande fille, Cécile Baptiste. Je ne vous ai pas permis. Donc, je gère avec Sébastien Marchand donc le Master Économie et Transition territoriale. Donc, merci pour cette intervention qui est très enrichissante. Je vais rebondir juste sur deux sujets. Donc le premier, effectivement, il y a quand même, si on reparle de décentralisation, soit effectivement, ça permet de conserver le lien et d'être au plus proche des territoires, parce que l'action climatique est tellement liée aux spécificités des territoires qu'il faut effectivement avoir ce degré de décentralisation. Cependant, il reste quand même en suspens. Moi, je rebondis toujours dessus sur cette question du financement, puisque les collectivités aujourd'hui n'ont plus les moyens déjà d'assumer ce qui leur incombe. Et par ailleurs, je crois qu'il y a aussi, sur la question climatique, un problème d'éducation, un problème d'information, un problème de formation plus largement. Nous, c'est une demande qu'on a de façon régulière des élus locaux, qui ne sont pas du tout formés à la question, les citoyens encore moins, quelque part. Et je crois que quand on forme ces citoyens, on revient sur cet exemple un peu emblématique de la Convention citoyenne, où quand même on avait ici plein de citoyens qui n'étaient pas du tout acquis à la cause, et qui, quand on les forme, finalement, quand ils comprennent vraiment la problématique, aboutissent à des propositions qui vont beaucoup plus loin que ce que tout le monde avait pu imaginer, finalement. Qu'on pouvait imaginer justement liberticide, ou etc., et un peu trop. Et en fait, pour le coup, ces citoyens-là, ils sont allés. Ça n'a pas été suivi d'effet derrière. Je pense que ça crée aussi une forme de rupture, du coup. Voilà, donc la question, c'est si on reste à l'échelle vraiment purement décentralisée, si à un moment donné, il n'y a pas une planification qui vient de l'État, justement pour tout ça, comment arriver à gérer toutes ces grandes problématiques et de formation, d'éducation et de financement. Voilà. Merci pour la question. Je n'ai pas dit que l'État devait s'effacer. Par exemple, il a quand même
il a quand même des responsabilités particulières, par exemple sur la formation, l'enseignement supérieur, où on aimerait bien qu'au contraire, il aille un peu plus fort et un peu plus vite sur les moyens à dégager sur ce sujet. Je dis juste que sur les compétences des collectivités, on perçoit le discours d'une forme de recentralisation derrière la planification écologique en disant que ça sera plus efficace parce que ça vient d'en haut, et que moi, je me méfie de ça beaucoup. Voilà, c'était principalement ça mon point. Sur le deuxième sujet, je ne sais pas si vous étiez là quand je disais, mais ça me permet de rebondir là-dessus, que vous avez évoqué, à savoir le rôle de la connaissance. Je pense qu'il est absolument fondamental. J'ai insisté au début de mon propos auprès des étudiants, mais effectivement, je suis absolument convaincu que demain, chacun d'entre vous serait les formateurs de votre environnement professionnel. Et ça va être une grande part de votre boulot. Voilà. Moi, je le pense. Je l'ai vécu déjà. Je l'ai vécu. Y compris chez des gens, je veux dire, qui, sur le papier, sont très cultivés, très intelligents, très instruits, qui souvent ont une vision positive de ce que c'est la transition écologique, mais voilà, ils ne sont pas penchés plus que ça sur les incidences et sur ce que ça signifiait en termes de volume et en termes d'action et en termes de coût. Et donc il y a vraiment un sujet de diffusion du savoir. En plus, je ne l'ai pas dit, mais dans les collectivités, là vous êtes en Master 1, Master 2, je ne sais plus quelle est la proportion, mais je crois que c'est 70% des agents des collectivités sont des agents de catégorie C. Donc vous allez vous retrouver au quotidien, donc agents de catégorie C, hein, c'est des niveaux, alors on peut avoir de tout, il y a des agents de catégorie C qui ont un master, mais on va dire, pour rentrer sur la catégorie C, on n'a pas besoin d'avoir le bac, la plupart du temps. Donc ça veut dire que ce sont des agents d'exécution et que vous allez vous retrouver avec des gens peu qualifiés. Et donc vous avez aussi avoir très vite ce rôle d'être, voilà, peut-être demain en position d'encadrement, gestion de projet, avec des gens qui sont des agents d'exécution, et que voilà, ça fait partie de votre rôle auprès des élus, auprès de vos chefs, auprès des agents, de diffusion de ce savoir, et vous-même d'actualisation de ce savoir. Moi, c'est une question qui m'interroge beaucoup, de savoir comment, dans la formation professionnelle des agents territoriaux, on intègre cette évolution galopante du savoir sur la transition, et comment on fait en sorte que chacun, là aujourd'hui on essaie, le CNFPT, donc qui est l'organisme qui forme les agents publics territoriaux, essaye de faire une formation aux enjeux de la transition de tous les agents territoriaux au moins une fois. Mais ensuite, une fois que ça sera fait, cette première vague, comment petit à petit on actualise ces connaissances. Mais ça sera à chacun d'entre vous d'être proactif. Et j'ai oublié la première question que vous posiez. Mais oui, voilà, c'est évident. Ah oui, si, j'avais une réaction. Quand on dit les collectivités n'ont pas les moyens, vous avez dit ça, elles n'ont souvent pas les moyens. Bon, par posture professionnelle, j'essaye toujours de partir du principe qu'elles les ont. C'est-à-dire, c'est vraiment un discours que j'ai souvent entendu pour justifier l'inaction. Mais en réalité, les moyens, on les trouve pour d'autres trucs. Toujours. C'est vrai d'ailleurs aussi à l'université, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'à la fin, c'est quand même principalement une affaire de choix. Alors, vu les enjeux dont on parle, évidemment qu'il y a une question de moyens supplémentaires. Mais la question des choix, de ce que vous appelez la politisation du renoncement tout à l'heure, ou en tout cas de la politisation de ces choix, c'est un enjeu, voilà, derrière l'absence de moyens, il y a quand même des moyens pour d'autres choses que le climat. Et donc c'est principalement une affaire de choix public, sachant que les moyens ne sont pas extensibles, parce qu'à la fin, de toute façon, tous les instruments politiques dont on parle, hein, que ce soit les impôts locaux, les impôts nationaux, la dette, ou les impôts sur les entreprises, tout ça, à la fin, ça finit par retomber d'une façon ou d'une autre sur les ménages. On est quand même, voilà, ça finit par tomber sur le consommateur, sur le propriétaire, sur le salarié, que sais-je. Et donc, à la fin, la question de la bonne utilisation de la ressource se pose autant que le fait de dégager des ressources nouvelles. Je ne crois pas du tout... Enfin, voilà. C'est pour ça que j'essaye en général de toujours prendre le contre-pied de toutes les personnes, en particulier, c'est souvent des élus, qui me disent mais on n'a plus les moyens d'eux. Voilà. L'expérience prouve, moi je constate les comptes des collectivités tous les ans, et je dis, bah si quand même, désolé, les moyens vous les avez. C'est juste qu'on les consacre à d'autres choses, et c'est tout à fait légitime. C'est juste que c'est un débat qu'il faut avoir.
dernière, et après, on fera la petite pause peut-être. Je sens que vous êtes en train de vous liquéfier sur place. Bonjour. Bonjour. Titouan en Master 1 Géo-Environnement. Moi, j'aimerais revenir sur les tensions, enfin sur certaines questions qui ont été dites par rapport aux tensions entre les collectivités sur certains projets, et notamment sur les méga-bassines que vous avez évoquées tout à l'heure, puisque je suis particulièrement concerné, j'habite pas très loin. Et donc, c'est pas sur l'eau que la question concerne, mais plus sur la réaction des gens pour répondre face à ce projet. Ils ont répondu par la violence, il y a eu des blessés, il y a eu du sang, mais on s'aperçoit d'ailleurs qu'en France et partout dans le monde, les gens ils utilisent de plus en plus la violence pour répondre face à ces projets. Donc j'ai d'abord une première question plus, on va dire, générale pour vous. Comment percevez-vous cette banalisation de la violence pour répondre en faveur de la transition climatique? Et plus personnel, est-ce que vous avez déjà été confronté face à des actes violents comme ça, et comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez abandonné votre projet? Est-ce que vous avez essayé de communiquer, de trouver des compromis? Merci pour cette question, qui touche plus là du coup à mes convictions personnelles. Donc allons-y. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir d'ailleurs une réponse extrêmement construite. Par principe, dans ce que je considère comme étant le répertoire d'action politique légitime, j'exclus par principe toute forme de violence contre les personnes et contre les biens. Voilà, je pense que quand on rentre dans cette spirale, c'est une défaite en fait de l'action politique. Et alors, disant cela, j'ai bien conscience que, voilà, donc à titre personnel, par exemple, je condamne absolument ce qui s'est passé à Sainte-Soline de la part d'un certain nombre de militants qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, etc. Néanmoins, je ne fais aucune relativisation de ça. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline montre qu'il y a des terreaux qui sont plus ou moins propices à la violence. Et donc, la responsabilité, ce que ça m'inspire en tant qu'acteur public, c'est de créer les conditions de la non-violence et de la délibération non-violente. C'est-à-dire que la contradiction, elle est quand même normale, elle est légitime, et le fait qu'il y ait des personnes qui s'opposent à des projets, même des projets que, par exemple, je pourrais défendre, si demain il y avait, j'en sais rien, si je devais porter un projet de construction d'un transport, voilà, mettons que je défende le projet Inspire, projet de, je ne sais pas si vous avez suivi, là, de tous les travaux, tout ça, bref, le nouveau bus en site propre, et qu'il y a des gens qui décident, parce qu'on abat des arbres pour construire un bus, de faire une ZAD, et que ça déborde. La question centrale qui revient aux autorités publiques, c'est d'organiser les conditions de la violence par le débat, par la délibération, par la discussion, par la conviction, par le travail de conviction. Et je crois que sur les méga-bassines, ça n'a pas eu lieu du tout. Ça a été vraiment typiquement le genre de décision verticale imposée, qui a été copilotée en direct avec une poignée d'acteurs qui étaient les agriculteurs qui en bénéficient, mais au détriment de tous les autres. Et donc ça, c'est un premier sujet qui, à mon avis, crée un terreau favorable à cette violence. Et la deuxième chose, c'est la canalisation de l'expression de l'opposition. Et ce qui s'est passé à Sainte-Soline, moi j'ai vu dans d'autres cas, c'est que la manifestation a été interdite. Et on n'interdit pas par principe une manifestation. On est quand même dans un pays gouverné par la liberté d'expression, même quand c'est pour entendre des choses qui nous déplaisent. Quand j'étais directeur des finances à la ville de Clermont-Ferrand, on a eu notre conseil municipal qui a été envahi dans des circonstances assez violentes par des mouvements contestataires dans le cadre du mouvement Nuit debout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un mouvement qui s'appelait Nuit debout, et ils étaient rentrés, ils avaient empêché le conseil municipal de se tenir, et ils étaient rentrés de force dans le conseil municipal. Moi, ça m'avait hérissé. Mais là, j'avais été témoin, et donc ils avaient été sortis violemment par les flics de la pièce. Et il y en avait, le directeur de la police avait pris un coup, il saignait, il y avait des étudiants qui avaient été blessés, etc. Donc évidemment, tout de suite, c'était parti dans une spirale de violence. Mais là, j'avais été témoin que les conditions de l'échange avec le maire de Clermont, il m'a dit, ok, on discute, je vous reçois, etc. Discutons de tout ça. Mais
voilà, il y avait eu une autorisation à siéger dans le conseil municipal, il y avait eu, à Sainte-Soline, donc pas de débat en amont, manifestation interdite, donc pas d'encadrement des conditions. Du coup, comme c'était interdit par principe, on ne rencontre pas les organisateurs, on ne rencontre pas des gens qui sont chargés de contrôler les autres, etc. Normalement, il y a un service d'ordre dans une manifestation. Quand il y a eu la réforme des retraites ici à Clermont, il n'y a pas eu de débordement. Parce que Et donc, tout ça a créé les conditions de la violence. Ça fait écho, je suis un fan de foot, comme vous l'avez compris, et ça fait écho à des choses que moi, en tant que fan de foot, j'ai souvent vues dans la violence dans les stades. Quand on interdit les déplacements de supporters, et que les supporters disent c'est quand même mon droit d'aller où je veux. On est quand même en démocratie, bordel. Si je veux aller voir le match de mon équipe ailleurs, j'y vais. Et du coup, les flics leur disent mais attendez, vous arrivez, vous n'avez pas le droit d'être là. Mais que cette interdiction paraît illégitime, ça a créé les conditions de la violence. Tout ça pour dire qu'il y a une responsabilité collective. Moi, en tant qu'acteur personnel, individuel, je condamnerai toujours toutes les formes de violence. Mais je pense que c'est aussi aux autorités publiques de créer les conditions justement de la délibération et les conditions de l'expression de la contestation dans des canaux institutionnels légaux pour pas qu'elles surviennent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en même temps elle était un peu piège. Voilà. Je propose qu'on arrête peut-être le débat maintenant. Je pense qu'on pourrait encore discuter longtemps. On va remercier chaleureusement M. Tomaso. Merci beaucoup d'être venu faire cette présentation et débattre avec nos étudiants. Je pense que c'est une bonne manière de rentrer dans le vif du sujet de vos formations. Donc un grand merci. Bonne et à très bientôt, je l'espère. Profitez-en. Voilà, à bientôt.